Bonjour à tous. Cela fait maintenant une grosse quinzaine d'années que le numérique, la digitalisation, les applications bouleversent nos sociétés au point même de transformer, voire modifier nos comportements les plus intimes, comme par exemple nos relations amoureuses. Avec un nombre incalculable de sites de rencontres associés aux applications dont elles découlent, il y en a pour tous les goûts, à tel point qu'aujourd'hui on a l'impression que la quête amoureuse, celle qui devait vous emmener vers l'être unique, a laissé la place à la multiplication de partenaires sur Internet, ouvrant ainsi la voie à une sexualité débridée et sans limite. Alors vous allez me dire, oui, mais ça existait déjà avant. On n'a pas attendu les applis pour découvrir et vivre des pratiques amoureuses, même les plus secrètes, c'est vrai. Mais vous avouerez qu'il est plus simple de s'inscrire sur un site pour y découvrir ce qu'il propose que d'aller sonner à la porte du club sadomaso au coin de la rue sous prétexte que vous voulez juste jeter un coup d'œil. Alors si je prends cet exemple un peu caricatural, c'est pour souligner que les rencontres en ligne sont des rencontres à part, même si dans l'histoire de l'humanité, les pratiques et les rencontres à part ne manquent pas. Mais la question que je me pose aujourd'hui est l'amour dans tout ça. Quelle est sa place face à l'algorithme qui décortique vos comportements, vos goûts et vos pratiques? Est-ce que, comme le promettent les sites, l'amour est à portée de clic? On en parle tout de suite avec mon invité. Et mon invité, c'est vous. Bonjour, Alexandra Vatimbella. Vous êtes sexologue, sophrologue et thérapeute de couple. Vous êtes actuellement en train de coécrire avec Elijah Mayo un livre qui s'appelle Les couples en noir et blanc, le langage amoureux interracial et interculturel. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, avant de décortiquer et de revenir sur le comportement amoureux et sa définition, peut-être justement le redéfinir à contrario du désir et de l'excitation, de façon à ce qu'il n'y ait pas de confusion. Alors, la différence entre le comportement amoureux, le désir et l'excitation, c'est une très bonne question, puisque parfois, tout ça peut être très mélangé, justement, lorsqu'on rencontre une personne. Donc, l'amour, c'est quand même une machine d'hormones et de réactions à la fois d'une attirance qu'on aurait pour une personne qu'on rencontre, où il y a un bouleversement quand même hormonal qui se passe dans le corps, avec des libérations de substances qui nous affolent un petit peu, qui parfois peuvent aussi inhiber certaines zones du cerveau. C'est aussi lié quand même à l'attachement, le comportement amoureux. Donc quelqu'un qu'on a envie de revoir, une personne qu'on aimerait avoir à nos côtés. Le désir, lui, il peut faire partie de l'amour, mais il peut aussi s'exprimer en dehors de l'amour. Le désir, c'est une réaction, une activation émotionnelle en réponse, en fait, à l'envie de participer à une relation sexuelle. C'est-à-dire, c'est l'envie de participer à une relation sexuelle, mais à des fins sexuelles, pas à des fins amoureuses, justement. On a envie de plaisir sexuel. Donc ça, c'est le désir, en sachant qu'il y a plusieurs formes de désir. On a le désir qu'on dirait spontané, qui viendrait un peu de soi-même, de pensées qu'on aurait, et puis un désir plutôt réactif qui viendrait un peu plutôt de l'autre, d'un contexte, d'un événement. Quant à l'excitation, l'excitation, c'est une réponse physiologique. C'est une activation physiologique en réponse à des stimulations. Donc, stimulation soit d'ordre visuel, auditive, ou même des réactions corporelles, enfin une stimulation corporelle. En fait. Voilà. Donc là, c'est une activation physiologique. Il va se passer des choses dans le corps. Ensuite, il y a des réactions à l'excitation dans le corps qui sont, par exemple, l'érection, l'afflux sanguin massif dans les parties génitales, mais aussi les zones érogènes, une accélération du rythme cardiaque, une myotonie musculaire. Enfin voilà, il y a toutes sortes de réactions physiologiques. Donc l'excitation est plutôt physiologique. Mais dans l'amour, de toute façon, il y a tout ça en principe. Oui, dans l'amour, quoique, on peut avoir un amour platonique. Donc absolument. L'amour platonique, il n'y a pas de désir, puisqu'il y a aussi des personnes asexuelles qui donc ne ressentent pas de désir sexuel. Alors aujourd'hui, on va mettre ça de côté, mais aujourd'hui, on va revenir sur les comportements amoureux. Question qui me vient comme ça, quelle importance a
le moment de la rencontre dans l'histoire d'un couple, on va dire un couple qui va parcourir un chemin, un moment ensemble, ça a quelle importance? Ça signifie quoi, la façon dont on se rencontre? C'est intéressant parce que effectivement, les rencontres, en fonction du lieu où on a rencontré la personne ou de la manière dont on a rencontré la personne, déjà on ne rencontre pas forcément le même type de personne, mais aussi comment est-ce qu'on se met en couple. Je dirais que finalement, la rencontre amoureuse, comment elle détermine un couple, en fait, un couple avant, il n'y avait pas forcément de rencontre amoureuse. On avait des mariages arrangés. Oui. Donc finalement, la personne, on la rencontrait, puis on se mariait. Donc ensuite, on apprenait à se connaître, et puis peut-être qu'il s'y passait de l'amour et peut-être du désir. Ou l'un sans l'autre, ou l'un avec l'autre. Bon, ça dépendait de la chance qu'on avait. Puis après, il y a eu les rencontres, on va dire, plutôt liées sur des attirances et du flirt. Donc on apprend à se connaître, on tombe amoureux ou amoureuse, puis après, on se marie. Mais il y a déjà la promesse du mariage. Alors peut-être on a flirté avant, ça veut dire qu'on a eu des caresses un peu poussées, mais il n'y a pas eu de nudité échangée. Et puis arrive le moment du rapport sexuel, soit juste avant le mariage, mais on savait qu'on allait se marier, soit après le mariage. Et puis c'était un peu la concrétisation d'un amour, et puis peut-être on va dire quelque chose qui disait que ok, ça marche. Bon, parfois ça marchait pas, puisqu'on n'avait pas testé avant. Et maintenant, la rencontre se fait parfois sur des sites internet, justement. Alors ça aurait pu être les sorties en boîte aussi, où on se rencontre et puis il y a une attirance physique, où on décide qu'en fait on a envie d'une rencontre sexuelle. Donc on a d'abord une relation sexuelle, puis il y a le lendemain matin éventuellement, et puis ces deux choses-là vont faire qu'on va peut-être décider de se mettre en couple. Donc ça change, ou de se revoir, mais parfois même de faire couple, effectivement. En tout cas, ça va commencer d'abord par la relation sexuelle. Et ça change un petit peu les manières de se rencontrer maintenant, et de faire couple. Alors justement, là vous en parliez parce que c'est le thème de la journée, c'est le thème de l'émission. Les sites de rencontres, je le disais, ils sont apparus en même temps à peu près que le premier iPhone, 2007, où avec les applications, il y a eu cette déferlante de sites de rencontres où quelque part on avait le sentiment que tout était permis, il suffisait de cliquer, de s'inscrire, et on allait trouver l'amour. Quel est le plus gros changement que vous avez constaté justement avec l'apparition des sites de rencontres dans la relation homme-femme? Alors, je ne sais pas si les sites de rencontres ont vraiment modifié les comportements ou s'ils répondent plus à une demande qui existait déjà. C'est-à-dire que les comportements sexuels entre les hommes et les femmes, c'est à peu près depuis les années 60-70 qu'ils se sont un petit peu, on va dire... libérés, et que les femmes, on pourrait avoir des comportements identiques à ceux des hommes. Du coup, les sites de rencontres ont en fait plutôt surfé sur la vague, et avec le développement du numérique, finalement, c'est une offre commerciale qui s'est adaptée au marché, et pas l'inverse. C'est pas le marché qui s'est adapté au site de rencontre. Donc je dirais qu'ils répondent à une demande. Mais si je vous pose la question, c'est qu'est-ce que l'on ose avec du virtuel que l'on n'ose pas en réel, en tout cas au premier abord, c'est-à-dire au premier contact, et inversement, qu'est-ce qu'on ose en réel qu'on n'ose pas faire avec du virtuel? Alors justement, l'idée de se rencontrer des sites de rencontres, ça va déjà changer l'endroit où on se rencontre, et surtout le contexte dans lequel on se rencontre. Avant, on rencontrait des gens dans son cercle proche, soit de la famille, soit des amis. Alors que maintenant, on va rencontrer des gens que personne ne connaît. Donc ça veut dire que ça va déjà permettre de se montrer sous un jour qui est peut-être pas le vrai. On pourra ou pas omettre, que les autres connaissent peut-être. Voilà, oui. Ou peut-être effectivement montrer une autre facette de soi. Mais bon, ce qu'on remarque aussi, c'est qu'il y a quand même pas mal de gens qui se montrent sous un jour peut-être un peu plus avantageux que ce qu'ils ne sont vraiment, avec peut-être parfois des tromperies un peu sur la marchandise, comme on pourrait dire. Donc ça permet de faire ça, puisqu'il n'y a pas de témoins connus qui pourraient dire mais enfin qu'est-ce que tu racontes, mais c'est pas comme ça que tu es d'habitude. Mais ça permet également aussi de se comporter d'une manière plus toxique vis-à-vis des autres personnes. C'est-à-dire que finalement, comme la personne que l'on rencontre via un site ne connaît pas du tout notre entourage ou peut ne jamais le rencontrer,
eh bien, on est moins sujet au regard, justement, jugeant de notre entourage sur des actions qu'on pourrait commettre, comme mal se comporter ou ne plus donner de nouvelles, enchaîner les rencontres. Là, on peut le faire sans que les autres soient au courant, alors que quand c'était dans le cercle proche, on ne va peut-être pas changer de partenaire toutes les 5 minutes devant les autres, et surtout dans le cercle des mêmes amis. Donc, on va dire que ça pourrait modifier un peu ce genre de comportement un peu toxique, et qui sont même décrits maintenant sous des noms comme le ghosting. Le ghosting, c'est-à-dire disparaître pendant un moment, couper court à une conversation et revenir peut-être un peu plus tard selon l'humeur ou l'envie ou le temps, quoi, c'est ça? Le ghosting, on ne revient jamais. On revient jamais, carrément. C'est le paper clipping. Alors oui, c'est celui-là où on revient quand on en a envie. D'accord. Mais il y a aussi des comportements un peu de prédation où on enchaîne les partenaires, où on appelle ça bread spreading. Alors ce ne sont que des termes anglo-saxons, où là en fait on donne des miettes. C'est-à-dire on est intéressé, puis quand l'autre a l'air intéressé, finalement on donne plus trop de nouvelles, puis on revient à la charge quand on voit que l'autre s'éloigne. Et ça, ce sont souvent des personnes qui ont plusieurs partenaires en même temps, et ça fait des dégâts pour la personne en face qui, elle, y croit, parce que ça la maintient dans un état de dépendance. Là, les cas que vous êtes en train de donner, hommes, femmes confondus, ou plus les hommes, plus les femmes? Bon, il semblerait quand même qu'il y ait une certaine tendance au bread spreading plutôt avec les hommes, mais bon, je pense que ça reste quand même... le ghosting, certainement, fonctionne des deux côtés. On va dire que là, comme il n'y a pas de regard, on se permet de faire des choses, de regard en fait des gens qui nous sont proches, on se permet parfois de faire des choses un peu plus... peut-être un peu plus toxique pour les autres. Donc, ce que je comprends dans ce que vous êtes en train de me dire, c'est que ce qui a la grosse différence avec la relation virtuelle, c'est la privatisation de la relation, en fait. Tout à fait. C'est-à-dire que là, on n'a plus de compte à rendre, on n'a pas à faire attention au qu'en dira-t-on des proches. On a privatisé sa relation, on fait ce qu'on veut. C'est ça? C'est ça. Du coup, ça permet un peu une libération aussi de pouvoir... parfois explorer des facettes de sa sexualité qu'on n'aurait peut-être pas osé faire aussi dans un cercle plus privé, enfin plus au sein de la famille, plus proche. Mais justement, vous parlez de libération, on a tendance souvent avec la multitude des sites internet, maintenant il y a des sites de plus en plus spécialisés, est-ce que vous diriez que ces sites ont permis la libération justement de certaines... des minorités sexuelles peut-être, des fétichistes, des personnes isolées, peut-être même des couples. Est-ce que vous pensez qu'il y a eu un aspect positif pour ces personnes? Alors, je vous pose la question parce que je viens de me souvenir. Je voudrais d'abord vous faire écouter quelque chose, parce qu'en fait, là, je vais vous faire écouter une personne qui étudie les analyses des sites, enfin qui étudie de la data, et ils se sont rendus compte de quelque chose, et vous allez me dire si vous êtes d'accord avec ça. On écoute. D'accord. Dans beaucoup de pays, c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité que les femmes sont libres et contrôlent leur vie amoureuse et leur sexualité. Et nous pensons que c'est quelque chose de très, très important que personne n'arrive encore à apprécier. Vous êtes d'accord avec ça? Est-ce que ça... En fait, la question, est-ce que ça a libéré aussi certaines femmes en même temps? Vous me posiez la question aussi de ce qu'on n'osait pas faire, et ce qu'on osait faire aussi dans la vraie vie. La privatisation, oui. Voilà. Alors, on s'aperçoit aussi, alors oui, les femmes ont plus de pouvoir qu'avant sur leur sexualité, mais ce qui est intéressant, c'est de se rendre compte que ces sites internet aussi, ils renforcent les stéréotypes de genre. Les hommes sont là pour le sexe et les femmes pour l'amour. Voilà, par exemple, les femmes, par exemple, les sites lesbiennes représentent que 2% des propositions de sites de rencontres, et puis il n'y a pas toutes les cases qu'on peut cocher lorsqu'on est une femme homosexuelle. Alors que quand on est un homme homosexuel, il y a beaucoup plus de choses qu'on pourrait cocher. Pareil, si on est bisexuel, quid de quand on est bisexuel, quand on va sur un site de rencontre. Du coup, les femmes sont encore sous le joug un peu des représentations de la société, et qu'elles seraient plutôt dans l'affectivité et moins dans la sexualité débridée. Et ça se retrouve même chez des femmes qui, on va dire, auraient ces comportements, qui assumeraient quelque part de pouvoir avoir des relations d'un soir, mais finalement, elles vont quand même aller faire ça sur des sites de rencontres dits sérieux,
qui sont là pour des rencontres, on va dire, faire couple, et pas sur les sites de rencontres, entre guillemets, non sérieux, qui seraient des sites un peu plus sexualisés, quoi. Voire proches du porno, même. Voilà. Donc, c'est intéressant de voir que, finalement, cette image de la femme sexuellement trop débridée, elles ne l'assument pas non plus jusqu'au bout. Et puis, d'ailleurs, lorsqu'on va leur demander si elles ont le nombre de partenaires qu'elles auraient eu dans leur vie, ben, souvent, les femmes omettent un petit peu les partenaires, justement, non sérieux. Vous me disiez, des comptes. Je ne vais pas dévoiler, mais vous me disiez qu'en fait, il y avait, on en parlait juste avant, vous me disiez qu'il y avait le côté sérieux de la chose, on comptait les personnes sérieuses, le pas sérieux, on le balayait de la main. Et il y avait un autre aspect aussi, surtout, c'était l'aspect social de la personne. Des femmes de pouvoir étaient plus libres que des femmes peut-être de classe inférieure sociale, c'est ça ? Oui, on s'aperçoit dans les chiffres que les femmes qui ont un niveau socio-économique plus élevé assument plus effectivement ces partenaires occasionnels et les comptent dans leur nombre de partenaires. Donc peut-être comme une forme de prise de pouvoir et d'émancipation. D'émancipation, voilà. Et puis forme politique, en fait. Voilà. On a également constaté, lié au site, on a constaté, alors je l'ai noté parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses, il y a plus d'hommes que de femmes, beaucoup d'hommes mariés ou en couple, 80% des dateurs, apparemment, chez les hommes en ligne, mentent dans leur profil. Et du coup, je le disais tout à l'heure, revient systématiquement le cliché toujours le même. Les hommes sont là pour la sexualité et les femmes pour l'amour. Quel regard vous portez sur ces données ? Est-ce que ça vous étonne ou pas ? Ou il n'y a pas que sur les sites de toute façon de rencontres que les hommes dans une relation mentent, il y a plus d'hommes qui cherchent, il y a beaucoup d'hommes en couple, voire mariés, qui sont aussi toujours en quête d'aventure. Vous le voyez aussi dans le réel ? Alors, je pense que c'est une question peut-être d'assumer. Et encore une fois, il y a quand même, malgré tout, encore un énorme poids sociétal sur la sexualité des femmes. Et voilà, on s'aperçoit, puisqu'on voit bien que parfois elles mentent, qu'elles ne vont pas sur les sites vraiment qui sont dédiés aux rencontres sexuelles. Donc le fait qu'il y ait plus d'hommes qui s'inscrivent, c'est peut-être juste qu'eux, ils assument plus depuis leur désir. On ne peut pas leur reprocher, c'est ça que vous allez me dire ? Qu'on ne peut pas leur reprocher. Alors, le fait qu'ils mentent, je dirais que le fait qu'ils mentent, ça vient quand même aussi de la rencontre, ça reste quand même quelque chose où on se met sous son meilleur jour. Oui. Et finalement, lorsqu'on est derrière un profil, on peut raconter un peu ce qu'on veut. Après, le problème, c'est que le jour de la rencontre, il faut assumer. Voilà. Donc, peut-être que... Là, est-ce que ça va jusqu'au bout ? Est-ce qu'ils arrivent à aller jusqu'au bout de leur rencontre ? Ou est-ce que la rencontre amène une relation sexuelle ? C'est pas parce qu'il y a plus d'hommes sur les sites que finalement il y a plus d'hommes qui arrivent à concrétiser. Ça, attends les vrais chiffres des usagers. Et d'ailleurs, pour en revenir à la libéralisation, on a très peu de chiffres en réalité sur les usagers et leur pratique en fait, ou la manière dont ils vont pouvoir utiliser ces sites au niveau de leur libération sur les populations LGBTQIA+, où finalement, ils sont quand même encore un peu invisibilisés. Et quand bien même on aurait des chiffres, est-ce que tout le monde dit la vérité ? C'est encore très... C'est ça. Alors, en préparant l'émission, j'ai vu une étude qui ça c'est un paradoxe, il n'a jamais été aussi facile aujourd'hui de faire des rencontres, et pourtant, apparemment, il y a de plus en plus de personnes célibataires. Comment vous expliquez, vous, ce paradoxe ? Alors, je pense que ça fait déjà un petit moment qu'il y a un bouleversement du couple, puisque avant on se mariait. Quand vous dites un petit moment, c'est quoi ? Depuis la libération... 68, quoi. Oui, 70. je dirais quand même. Et puis, peut-être un tout petit peu avant. C'est-à-dire qu'avant, de toute façon, on se mariait. Un couple, c'était se marier. On ne pouvait pas divorcer. Maintenant, un couple, ça ne veut pas forcément dire le mariage. On peut se séparer beaucoup plus facilement. Donc, du coup, on redevient célibataire aussi plus facilement. Et puis, peut-être que l'offre aussi et la demande fait qu'à un moment donné, quand on est déçu, on se dit que c'est plus facile de rencontrer quelqu'un. Or, ce n'est pas forcément le cas, puisque encore faut-il être citadin, puisqu'il y a des études qui montrent que quand on est citadin, on a quand même un peu plus de chances de rencontrer des personnes. Donc, mais à la fois, puisqu'on a cette idée-là, peut-être que quand on est avec quelqu'un qui ne nous correspond pas vraiment, on se dit qu'on pourrait peut-être trouver mieux ailleurs. Mais entre ce qu'on imagine et la réalité, il y a peut-être un gap. Vous êtes en train de me dire qu'en fait, on n'a plus le goût de l'effort et du compromis dans le couple ?
Oui, je pense que déjà, ça c'est assez vrai, en sachant qu'un couple, ça reste pas uniquement une rencontre sexuelle. Or, peut-être aussi là qu'il y a beaucoup de rencontres qui se font d'abord par la sexualité, comme ce que je vous disais avant. Et la sexualité, c'est quelque chose de fragile. En fait, la sexualité humaine, c'est un érotisme, et c'est l'érotisme, et c'est fragile. Et ça ne constitue pas un couple, parce qu'un couple, en fait, comme le disait Steinberg, c'est un triangle entre l'intimité, l'engagement et la passion amoureuse, disons la passion charnelle, l'érotisme. Et donc, il ne suffit pas que de l'érotisme dans un couple pour faire couple. Il faut aussi avoir de l'intimité, de l'engagement, et partager à peu près la même importance pour les trois pour que le couple dure, en fait. Il y a un équilibre. Il y a un équilibre, voilà. Alors, on aurait l'impression qu'avec les sites Internet et l'écran, on se sent protégé. Or, il se trouve que beaucoup redoutent encore et craignent un peu cet environnement. Nous avons demandé à notre correspondant au Burkina Faso d'aller poser la question à la population autour de lui pour savoir si... Parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, ça vient à peine d'arriver. Donc, les traditions, l'environnement familial est différent du nôtre. On regarde le sujet et vous me dites ce que vous en pensez. D'accord. Ils cherchent l'amour en ligne. Les sites de rencontres permettant de mettre en relation des célibataires en leur offrant la possibilité de créer des liens sont assez récents en Afrique. Mais comment la jeune génération apprécie-t-elle ces genres de rencontres? J'ai été une fois sur un site de rencontre et j'ai pas aimé. Ça correspondait pas à mes attentes. Donc je suis vite sortie de là-bas, je me suis déconnectée et puis dès lors, depuis ce jour-là, ça m'a plus intéressée. Je me dis que si je dois rencontrer quelqu'un, il faut que ce soit spontané, naturel. Et puis, bon, parce que des sites de rencontres, il y a plein de personnes qui se cachent derrière, qui ont d'autres choses dans leur tête que moi, je ne peux pas discerner tout de suite. Donc, ça ne m'intéresse pas. Sur les écrans d'ordinateur, l'Internet est-il un lieu de rencontre comme les autres? Il y a des sites sérieux et il y a des sites qui ne sont pas aussi sérieux que ça. Mais pour moi, je ne pense pas que ce soit aussi fiable que quand on se rencontre physiquement, quand tu rencontres la personne et que voilà, vous échangez, vous prenez du temps pour vous connaître jusqu'à aboutir au mariage. Il y a deux cas dans ce genre de situation. Il y a ceux qui viennent parce qu'ils se disent que ceux qui viennent souscrire pour les annonces de ce genre sont des cas désespérés par moment, donc ils vont user en fait de ce désespoir-là pour abuser de ces personnes. Mais on retrouve également des personnes qui sont vraiment sérieuses, qui recherchent vraiment quelqu'un de sérieux pour aboutir à quelque chose de bien. Si certaines personnes ont eu la chance de trouver l'amour sur un site de rencontre, Kevin Rock-Kopia, social media manager, invite à la vigilance. On n'est pas à l'abri en fait de l'arnaque, de tomber sur des cybercriminels. Voilà. Donc il y va tout un chacun fasse en fait preuve de discernement. Alexandra, là en écoutant les Burkinabés, on se dit qu'en fait, on a l'impression que les sites de rencontres sont déduits à la bagatelle, on va dire, mais que dès que ça doit devenir sérieux, dès qu'il y a un engagement, rien ne remplace le réel. C'est ça que j'interprète, sachant que quand il parlait des gens sérieux, pas sérieux, des arnaques, quand on est en quête d'amour, on est fragile. En tout cas, on a des attentes. On a des attentes. Ça, c'est sûr. Alors, oui, effectivement, pourquoi ça serait plus sûr de se voir? Parce que finalement, derrière un écran, ou derrière une application, ou derrière des mots, on peut cacher ses émotions. On peut cacher la communication non verbale, qui est quand même très parlante lorsqu'on voit quelqu'un. Voire même cacher certaines choses physiques maintenant, oui, puisque avec les filtres, les machins... Ouais. C'est ça, on peut aussi cacher ses pensées. Ouais. On peut dire des choses... Alors, quand on a quelqu'un en face de soi, effectivement, il faut quand même quelqu'un qui soit très fort dans la manipulation pour qu'on ne puisse rien voir. Ou qui, voilà, ça existe aussi, les gens qui mentent en vrai, les manipulateurs. Mais on va dire que, effectivement, quoi qu'il arrive, on n'est pas au contact de l'émotion de l'autre. Et quand je parlais d'intimité tout à l'heure pour faire couple, c'est aussi une intimité émotionnelle. Or, est-ce qu'à travers des mots seulement et à travers une image, on pourrait avoir une intimité, vraiment une vraie intimité, tant qu'on ne s'est pas rencontrés? Puis bon, il parlait aussi du fait qu'on était désespérés.
Oui, il y a un peu cette image aussi que lorsqu'on fait appel à des sites, c'est qu'on est désespéré. C'est le dernier recours. Voilà. Je pense que effectivement aussi, il y a quand même le marché de la séduction, c'est lié un peu à la jeunesse. Et lorsqu'on est plus âgé, c'est plus difficile de pouvoir rencontrer des personnes, déjà parce que parfois on n'a pas les endroits où les rencontrer. Donc oui, c'est un peu cette histoire de désespérer, comment faire autrement. Et à la fois, c'est quand même une bonne manière de pouvoir rencontrer des gens, puisque oui, maintenant on ne fait plus couple pour toute la vie. Donc on se retrouve célibataire à des âges où avant on ne l'était pas, sauf décès ou drame de la vie. Une dernière question qui me tient à cœur. Est-ce que selon vous, les sites ont définitivement tué le prince charmant ? Alors, qu'est-ce que le prince charmant ? Alors oui, non, bien sûr, non, mais vous voyez, est-ce que l'amour idyllique, l'être aimé, la belle histoire, le prince charmant, j'avais pas l'équivalent de j'allais pas dire la belle au bois dormant, mais la belle endormie, mais le romantisme, on va dire. Romantisme. Est-ce qu'il a enlevé, il a supprimé et définitivement tué le romantisme ? Je ne pense pas, non, parce que finalement, ce qui se passe, c'est que le prince charmant, c'est une construction aussi qui maintient les femmes dans une forme de passivité et d'attente. Quelque part, les sites Internet... Je savais qu'il ne fallait pas que je vous pose cette question. Ça permet aux femmes aussi de reprendre un peu le contrôle, effectivement, ce qui peut aussi parfois faire peur aux hommes, et peut-être là, dans certaines sociétés où peut-être on a un peu moins d'émancipation de la femme, ça peut être le cas. Je pense que les femmes sont plus dans la quête de la vraie bonne personne plutôt que d'être amoureuses de l'amour. En fait, le prince charmant, ça représente être amoureuse de l'amour. Alors que finalement, maintenant, on cherche une personne qui nous correspondrait. Et que c'est une émancipation aussi de tout le monde, de représentation sociale de l'amour qui sont un peu bouleversées actuellement. Alors qui parfois aussi, malheureusement, font que, oui, on est peut-être plus célibataire qu'avant. Alexandra Ventimella, merci beaucoup d'avoir participé à cette émission. Merci. Je rappelle le livre qui va bientôt sortir, on m'a dit courant 2023. Les couples en noir et blanc, le langage amoureux, interculturel et interraciaux. Merci beaucoup, c'est un plaisir de vous rencontrer. Merci à vous. Ce TLS Plus est terminé. On se retrouve la semaine prochaine, bien évidemment, pour un nouveau TLS. Et comme d'habitude, vous le savez maintenant, continuez à vous informer en regardant Télé Sud. À très bientôt. Bonne journée à tous. Au revoir.